Bonjour à tous, je me présente Muriel Van Vliet, donc je suis votre professeur pour l'an prochain 2020-2021 en Hippocagne. Et donc je voulais vous présenter le programme que nous allons suivre l'an prochain et les travaux que vous avez à réaliser pendant l'été. Donc j'ai eu l'idée lors du confinement de créer ce blog que j'ai appelé le blog de Praxagora pour faire des vidéos destinées aux étudiants et je souhaite poursuivre l'expérience l'an prochain en parallèle des cours afin de vous donner des moyens de réviser ou d'approfondir ou de prendre des notes de manière autonome. Donc le programme en Hippocagne est le suivant. Vous avez des grands champs un petit peu comme en terminale et vous devez les étudier donc 4 heures par semaine avec moi pour vous familiariser ensuite aux techniques de l'explication de texte et de la dissertation. Donc en 5 heures, 6 heures, ce sont des épreuves assez longues. Alors donc ces grands champs sont les suivants, je les cite dans l'ordre que nous allons suivre. Tout d'abord les sciences humaines, donc l'épistémologie des sciences humaines, la manière dont on élabore les sciences humaines, et les sous-thèmes seront l'homme, la société et le langage. Ensuite, nous aurons une approche de l'art et la technique, ce couple de termes que nous approfondirons. Puis un cours sur la morale, donc là on va basculer vers le second semestre. La politique et le droit, la science et la métaphysique en fin d'année. Donc cela va recouvrir toute l'année de manière approfondie. Et donc nous allons lire un certain nombre de textes, mais aussi des œuvres, alors pas forcément l'ensemble du livre, mais des grands morceaux pour vous apprendre à lire en philosophie. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons aussi beaucoup lire ensemble. Cet été, il s'agira d'une première approche pour vous, et nous reviendrons sur l'ensemble des textes en temps voulu. Alors donc pour vous présenter plus précisément le programme que nous allons suivre, j'aimerais bien à la fois vous donner un peu le déroulé du programme et puis aussi zoomer sur les œuvres à lire puisque c'est cela que vous aurez à faire pendant cet été. Alors donc pour commencer, nous aborderons les sciences humaines. Alors c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que j'ai même fait une thèse qui considérait le problème des sciences humaines et de la manière de les élaborer en parallèle ou à côté des sciences de la nature. Donc c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc les sciences humaines, ça recouvre tout ce que vous connaissez sous le nom, par exemple, d'histoire de l'art, de littérature, d'économie, sociologie. Tout ça, ce sont des sciences humaines, y compris d'ailleurs la philosophie, c'est elle aussi une science humaine. Et donc nous allons essayer de voir d'abord le champ des rituels, puisque finalement quand on fait de l'ethnologie, de l'anthropologie, on s'intéresse d'abord à cette première forme d'expression qu'est le rituel collectif. Ça nous invitera à observer ce qui se passe dans le rituel du serpent qu'étudie Avi Warburg. On verra aussi ce que c'est que la pensée mythique, la pensée qu'autrefois on appelait primitive, donc peut-être à tort, cette pensée qui est faite des mythes, des légendes, etc., et de la manière dont elle structure l'espace et le temps, en observant des textes de Cassirer dans la philosophie des formes symboliques. Ça, ce ne sont pas les ouvrages à lire, mais les extraits que nous étudierons. Et ensuite, nous en viendrons à l'importance du langage. Donc on verra des textes d'un linguiste qui s'appelle Guillaume de Humboldt, qui parle de ce qu'il appelle la dimension dialogique du langage, c'est-à-dire que parler, c'est toujours faire un acte de parole, d'un je qui, comme je suis en train de le faire pour vous, s'adresse à un tu, d'ailleurs à un nous, donc il y a toujours quelque chose de vivant dans le langage, et c'est ce que nous verrons, que le langage n'est pas seulement un outil dont on dispose de manière objective comme on disposerait d'un marteau un peu à l'extérieur de nous, mais il nous constitue, et donc nous verrons ce que cela signifie chez Humboldt, qui est assez passionnant comme linguiste, avec son frère qui est un grand voyageur en Amazonie, etc. Donc vous verrez qu'on partira un peu en voyage avec cette question de la diversité des langues. Ensuite, nous verrons aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la naissance du structuralisme. Donc c'est un courant de philosophie assez complexe comme ça, donc le premier abord à comprendre,
mais Claude Lévi-Strauss, vous avez peut-être entendu parler de lui, de ses textes sur la culture, sur la tolérance, la lutte contre le racisme. Hein, donc peut-être que vous avez eu connaissance du livre Race et Histoire en terminale. Donc en fait, on va approfondir ça, la question de la diversité des cultures, également, même chez Bourdieu, la notion d'habitus culturel. Donc qu'est-ce qui fait qu'une culture nous détermine, etc. Donc Claude Lévi-Strauss est un auteur de prédilection pour moi, donc je me fais un plaisir de vous présenter ses recherches sur les masques, les mythes, etc. Donc on va pas mal voyager en fait autour de la notion de symbole, de mythe, etc. Donc ce sera une première approche des sciences humaines. Et ensuite, donc nous en viendrons au thème l'art et la technique. Et donc pour lequel je suis également passionnée, puisque j'ai suivi aussi en partie l'école du Louvre. D'ailleurs, on verra si je peux vous préparer également à ce concours pour ceux qui sont intéressés, donc faire une heure d'histoire de l'art un petit peu gratuite, mais aussi intéressante, bien sûr. Donc, art et technique, donc nous allons voir en fait les textes canoniques de l'esthétique, que j'enseigne donc à l'université de Rennes aussi, donc c'est un domaine de prédilection pour moi. Donc on va essayer d'illustrer ça avec bien sûr des œuvres visuelles, mais il va s'agir aussi de comprendre comment l'art a pu être défini. Donc on verra ce qu'en pense un certain Boileau, hein, qui a écrit l'art poétique. Peut-être que vous connaissez cette phrase de Boileau qui dit ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, parce que ce Boileau, c'est lui qui a inventé toutes ces règles des trois unités, qui a en fait donné lieu au théâtre d'un certain Racine, hein, donc à l'âge classique. Donc on verra ce que ça implique, cette idée de Boileau de donner ses règles à l'art, avec des genres à suivre et des préceptes pour guider la création de l'artiste. Et ensuite viendra la lecture d'un essai. Alors c'est celui-ci que vous aurez à lire pendant l'été, donc je vous invite à noter son titre. Il s'agit d'un essai qui s'appelle De la norme du goût, qui est extrait lui-même d'un livre qui rassemble plusieurs essais d'un certain David Hume, un philosophe anglais du XVIIIe siècle. Et ce philosophe anglais qu'on découvrira, qui est un des pères de l'empirisme avec John Locke, on verra que son essai sur le goût nous invite à questionner ce que c'est qu'un jugement de goût. Pourquoi est-ce qu'on trouve, par exemple, que la Joconde mérite plus d'être dans un musée que tel barbouillage fait par moi, par exemple, de manière abstraite sur une toile. Pourquoi lui et pas moi, hein. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des experts, une communauté d'experts qui jugent que ces œuvres-là méritent d'entrer au musée, et comment se fait-il qu'avec le temps, on sélectionne en fait ce qui a le plus plu à travers le monde, à travers les cultures, et qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'il y a des normes du goût, du coup? Est-ce qu'elles sont générales? Comment est-ce qu'on les dégage? Et quelle délicatesse il nous faut pour témoigner d'un bon jugement de goût? Nous verrons ces questions, hein, donc, avec l'examen du précepte bien connu, hein, des goûts et des couleurs, on ne discute pas, alors est-ce vrai, etc. Donc, on verra cette question assez largement débattue. Et on arrivera ensuite à Emmanuel Kant, ce philosophe bien connu allemand du siècle des Lumières, donc XVIIIe siècle, qui en fait, lui, va écrire un livre qui s'appelle La critique de la faculté de juger. Et je vous conseille, pendant l'été, de commencer à lire la partie qui s'appelle Analytique du beau. Donc on verra ça en détail, des définitions du beau qu'il propose. Et il va essayer de savoir pourquoi, à la fois, quand on dit c'est beau, ben, c'est tout à fait subjectif de le dire, ça dépend de moi, ça ne tient qu'à moi, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais pourquoi en même temps on attend des autres un accord, on espère que les autres soient d'accord avec nous, on est presque prêt à se fâcher s'ils ne le sont pas. Vous pouvez penser aussi à un bon film que vous avez aimé. Bien sûr, vous savez que ça ne tient qu'à vous de l'apprécier, mais vous avez envie de défendre ce film par une série
de jugement et vous attendez l'accord des autres. Donc on peut se demander là encore si cette universalité prétendue des jugements de goût est légitime ou pas, et comment elle se manifeste. Alors, si vous n'êtes pas déjà trop fatigué, ensuite nous en viendrons pour finir à la technique, en fait, avec un auteur également que j'aime beaucoup, qui s'appelle André Leroi-Gourhan, qui est un paléontologue. Et ce paléontologue, donc, qui est allé dans beaucoup de grottes pour regarder les fresques, etc., il a aussi étudié les outils, l'importance des premiers outils, dans un livre qui s'appelle Le geste et la parole. Et donc on lira des extraits de cela. Et donc on commencera un petit peu la morale en fin de ce premier semestre, mais déjà on sera bien occupé. Donc à retenir pour l'été, donc vous devez vous procurer l'essai de la norme du goût que vous trouverez dans les essais esthétiques de David Hume, et la critique de la faculté de juger. Vous devez aussi acheter l'ouvrage et essayer de lire donc la partie analytique du goût. Ça vous fait déjà une belle occupation. Alors je verrai si j'y arrive, je ferai des petites vidéos destinées à vous éclairer aussi sur ces lectures par la suite dès cet été. Alors donc pour poursuivre, donc la morale. Alors quand on va aborder la morale, le devoir, on va en fait s'intéresser au stoïcisme. C'est un courant philosophique que j'apprécie beaucoup, même si peut-être que je ne suis pas stoïcienne, mais je trouve que c'est assez admirable cette manière d'être comme des petits soldats de la vie, prêts à tout pour essayer d'obtenir une certaine ataraxie, donc c'est-à-dire une absence de trouble du corps et de l'esprit face à l'adversité du monde. Comment trouver la force de vivre, comment finalement s'armer face aux difficultés de la vie, aux souffrances qu'on peut rencontrer, comment être heureux malgré tout. C'est la question que pose Marc Aurèle dans les Pensées pour moi-même. Donc c'est dans l'Antiquité tardive, un empereur romain qui devait faire des campagnes militaires en Germanie, alors qu'en fait il était assez pacifiste. Donc il se retrouvait un petit peu projeté comme ça dans un monde belliqueux, avec des ordres à donner aux soldats et une responsabilité importante, avec une sorte de destin sur ses épaules, puisqu'il avait été adopté pour être empereur. Et donc Marc Aurèle, le soir, sous sa tente, se pose un certain nombre de questions. Et voilà le livre que j'aimerais vous faire lire, à savoir Ses pensées pour moi-même, que cet empereur a écrit, donc d'abord comme pour lui-même, comme cela est dit par le titre, et ensuite pour nous, parce qu'on peut en lire des fragments. Alors je vous propose, donc c'est le 3e livre à acheter, donc d'acheter ces pensées pour moi-même, et d'en grappiller des petits morceaux, au petit bonheur la chance. Ça peut être lu un petit peu dans le désordre, à vous de voir si cela vous parle. Donc ensuite viendront la politique et le droit et la science. Donc la politique, nous étudierons la question du meilleur des régimes chez Platon et chez Aristote. Ça nous invitera à faire un voyage dans l'Antiquité. Puis, pour la science, nous étudierons la structure des révolutions scientifiques. C'est un livre de Thomas Kuhn, mais on en verra des extraits simplement. Également, si on a le temps, Karl Popper. C'est sa question de savoir si les expériences permettent de vérifier ou pas une théorie. Donc là, ça sera détaillé dans la suite. Je ne veux pas tout vous dire maintenant. Et ensuite, pour finir, la métaphysique, on sera consacré, on sera porté sur l'œuvre d'Aristote, qui s'appelle la métaphysique. On verra un peu ce que ça signifie, aller par-delà la nature, par-delà la physis, pour interroger les causes premières, les premiers principes qui produisent toute chose, qui guident toute chose, qui dynamisent toute chose. Et donc nous irons à cette limite-là. Donc voilà, donc ce que vous avez à faire, je rappelle, c'est de lire Hume, Kant et Marc Aurèle. Donc pas d'affolement, je ferai aussi des vidéos pour présenter ces ouvrages, pour vous en lire des extraits, vous donner envie de parcourir tout cela avec moi. Donc je vous souhaite un très bel été, et on se retrouver autour de vidéos dans un premier temps cet été, et puis pour finir à la rentrée, où tout va commencer pour nous.
Je vous remercie.